Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu le match retour dans le gros contrat aéronaval qui se joue en Inde entre le F-18E et le F Super Hornet et le fameux Rafale Marine que vous connaissez bien. J'ai déjà fait une vidéo sur les essais du Rafale Marine dans le cadre du contrat indien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au côté Boeing, au côté F-18. Ils viennent de terminer leurs essais. Ils ont mis des vidéos, comme vous pouvez le voir, sur les réseaux sociaux, alors que Dassault ne l'a pas fait. Et nous allons nous intéresser dans un premier temps, aujourd'hui, à ce qu'est un ski jump. Et oui, on connaît les catapultes, mais qu'est-ce que c'est qu'un ski jump? D'où est-ce que ça vient? Dans un deuxième temps, rapidement à la marine indienne, mais surtout à la base de Hansa, là où sont déroulés ces essais, leur grosse base aéronavale. Ensuite, au F-18E, celui de Pete Mitchell de Maverick dans Top Gun. Et ensuite, on va regarder un petit peu les avantages mis en avant par les Américains dans le cadre de ce contrat. Tout ça, juste après notre jingle. Alors vous l'avez vu, c'est l'été, on sort un petit peu moins de vidéos, je pense que tout le monde profite un petit peu du soleil. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on se voit à la rentrée pour de la formation, de la conférence, du sales kick-off ou autre. Mais on va kick-off la vidéo en vous rappelant un petit peu le MRCBF. C'est le Multi-Role Carrier Based Fighter Competition. Donc la compétition des avions de chasse omni-role, multi-role comme ils disent, basé depuis des porte-avions. À la base, ça devait être un contrat pour 57 aéronefs. Maintenant, c'est descendu à 26 aéronefs. Vous avez donc le F-18 Super Hornet en compétition contre le Rafale. Et tout ça devra être mis en œuvre depuis des porte-avions indiens. Alors, au niveau des porte-avions indiens, vous avez l'INS Vikramadaya, désolé pour la prononciation, 45 000 tonnes, sorti en 2013. À l'heure actuelle, il prend 26 MiG-29K, il y a 110 officiers, 1500 marins à bord, et il y a eu des incendies régulièrement ces dernières années dessus, un pas plus tard que la veille où je tourne cette vidéo. Donc c'était le 20 ou le 21, je crois qu'il y a eu un petit incendie à bord, mais sans blessés. Ensuite, derrière, vous avez l'INS Vikrant. Alors lui, 40 000 tonnes, premier porte-aéronef de construction autochtone, comme on dit, 100% indienne, 262 mètres de long, comme le Charles de Gaulle, 160 officiers, 1400 hommes à bord, et lui devrait être officiellement lancé en service actif, d'après les rumeurs, le 15 août de cette année, donc c'est le tout beau, tout neuf. Et derrière, vous avez l'INS Vishal, 65 000 tonnes, qui serait probablement équipé de catapultes électromagnétiques. Les gros avantages de la catapulte électromagnétique, alors pour l'instant ça marche pas encore super bien, c'est que vous pouvez être plus fin dans la gestion de l'énergie, dans l'accélération, et ça réduit la fatigue au niveau des cellules principalement. Donc sur ces bateaux, qu'est-ce qu'ils recherchent les Indiens? Ils recherchent à avoir un aéronef, toute mission, qui puisse être mis en œuvre depuis un porte-aéronef et ensuite derrière depuis leur porte-avions. Différence entre les deux, la présence de catapultes. Donc quelque chose qui puisse fonctionner avec un ski jump, sur lequel je vais revenir, quelque chose qui puisse fonctionner avec une catapulte. Donc les porte-aéronefs, porte-avions, en fait, il y a deux catégories. Les STOBAR, Short Takeoff But Arrested Recovery, donc décollage court grâce à un ski jump, mais ça s'arrête grâce à des brins d'arrêt. Vous avez le CATOBAR, Catapulted Assisted Takeoff But Arrested Recovery, donc ça c'est comme le porte-avions Charles de Gaulle. Et ensuite derrière, il y a la catégorie, la STOLV, alors c'est Short Takeoff, mais donc STOV, mais Vertical Landing, et ça par exemple, c'est ce qu'on peut retrouver sur les porte-aéronefs anglais. Alors le ski jump, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une rampe inclinée vers le haut, comme si vous vouliez faire du saut à ski, d'où son nom. L'idée, c'est de permettre une distance de décollage qui soit plus courte parce que vous allez orienter le vecteur vitesse de votre avion vers le haut, et alors qu'en temps normal, en ligne de vol, il n'aurait pas assez de vitesse pour se sustenter par lui-même, le fait de décaler, de changer le vecteur vitesse, vous allez lui permettre de se retrouver en l'air grâce à cette impulsion initiale avec une vitesse moindre, et puisqu'on est à un moment où les réacteurs sont en train de donner beaucoup d'accélération, à la masse qui va bien, et l'avion va pouvoir accélérer par lui-même et donc voler. Donc ça vous permet de mettre en l'air un avion sur une distance plus courte. Tout simplement, vous jouez un petit peu sur l'énergie potentielle de pesanteur
pour aller récupérer de l'énergie cinétique. Le tout premier, c'est les Anglais qui ont inventé ça, c'est le HMS Her Majesty Ship Furious qui a lancé ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait d'envoyer des ferrets Barracuda, des avions qui peuvent quand même monter à plus de 6 tonnes d'attaque anti-surface, qui devaient faire un strike, un assaut, un ADEX, un assaut à la mer contre le bateau allemand, le Tirpitz, qui est des jumeaux du Bismarck. Donc il fallait augmenter leur masse, ils les ont chargés à fond et ils se sont dit on va inventer ce concept, ça va leur permettre de décoller et de finir vivant. Ensuite il faut attendre les années 1970 pour que, encore une fois, la Royal Navy et le lieutenant-commandeur Taylor, en 1973 pour être précis, propose que pour le Harrier, on mette ça en place sur leur futur porte-aéronef. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez avec les classes invincibles qui se retrouvent avec ces espèces de ski jump. Donc dans un premier temps, c'est 7 degrés. Et ensuite, ils font le HMS Ark Royal, 12 degrés, ça marche mieux, et ils font un rétrofit, et donc c'est donc 12 degrés qui sont retenus pour les porte-aéronefs anglais qui participent d'ailleurs à la guerre des Malouines après. À l'heure actuelle, vous avez les Anglais, les Chinois, les Indiens, vous avez également l'Italie, la Russie, vous avez les Espagnols, vous avez les Thaïlandais, et vous avez bientôt également les Turcs qui utilisent ce concept. Les porte-avions avec catapulte, eh bien c'est les Français et les Américains seulement. Le gros avantage, vous l'aurez compris, du ski jump par rapport à la catapulte, eh bien c'est pas de souci technologique. En France, nous utilisons des catapultes américaines, nous ne savons pas fabriquer nos propres catapultes. C'est moins cher, c'est moins énergivore, puisque il n'y a pas besoin d'augmenter l'énergie lors du catapultage. Il y a moins de pièces qui bougent, il y a moins de soucis de maintenance, vous prenez également moins de risques lors du départ. Le gros inconvénient, c'est la masse. Forcément, vous n'avez pas l'impulsion initiale, donc vous allez propulser des aéronefs qui n'auront probablement pas la même masse que ce qu'ils pourraient avoir grâce à une catapulte. Donc l'efficacité militaire, l'efficacité opérationnelle va se retrouver impactée, notamment autour de ce qu'on va mettre sous les ailes, donc du matériel qu'on va pouvoir emporter, de l'emport et également possiblement du pétrole. D'où l'importance de pouvoir faire du ravitaillement type buddy-buddy entre aéronefs du même type, et que là vous pouvez peut-être charger un avion avec un maximum de munitions en dessous, mais peut-être pas trop de pétrole, et vous en envoyez un autre qui lui a plein de pétrole mais pas de munitions, et vous faites le transfert une fois en l'air. Vous doutez bien, c'est impactant, c'est pas l'idéal, c'est pour ça que les catapultes, ça reste plus opérationnel quand même. Alors la marine indienne, elle a vraiment commencé en 1612, mais la forme actuelle, eh bien c'est le 26 janvier 1950. 68 000 hommes, 150 navires tout de même, à peu près 12 000 journées par année à la mer. Donc c'est une grosse marine, elle est assez bien classée au niveau mondial. Qu'est-ce qu'ils ont comme nouveau programme? Le point important, c'est qu'ils ont commandé, là, ils ont des Sea Guardian, qui sont en fait le MQ-9 Reaper, version maritime de chez General Dynamics. Ils ont commandé ça pour 2 milliards de dollars, et ce sont les premiers clients qui n'appartiennent pas à l'OTAN qui ont eu le droit d'acheter ce matériel. Et vous verrez à la fin de la vidéo, ça a son importance. Alors la base aéronavale de Hansa, c'est dans la région, dans le secteur de Goa. Et le porte-avions Charles de Gaulle, quand il s'arrête en Inde, eh bien il va au large de Goa ou en escale à Goa. Cette base, entre 1983 et 2016, elle a vu des Sea Harrier. Les Indiens avaient des Sea Harrier pour leur porte-aéronef. À l'heure actuelle, vous avez du MiG-29K UB, vous avez du MiG-29K, en fait, c'est la version navalisée du MiG-29. Ils ont des monoplaces, ils ont des biplaces, ils ont des Ka-28, ils ont des Ilyushin IL-38 Mei, ils ont du Tu-142 Ember, donc pas mal de matériel quand même d'origine soviétique. Et vous avez même une petite patrouille acrobatique qui serait, d'après Wikipédia, la seule patrouille acrobatique navale au monde avec les Blue Angels, qui viennent d'ailleurs d'annoncer leur première femme dans l'équipe. Pourquoi je vous dis d'après Wikipédia? Parce qu'ils oublient la démonstration tactique Rafale Marine. Et oui, les Rafale Marine que vous pouvez retrouver en démo tactique à 2 avions et à certains moments à 4 avions. Donc on peut dire ce qu'on veut, moi je pense quand même qu'il y a aussi les Français qui font ça. Au final, cette base, c'est la SBTF, la Shore Base Test Facility des Indiens. C'est là où ils font tous leurs essais et c'est là où ils ont leur ski jump à terre et c'est là où il y a eu la compétition. Alors le F-18 Super Hornet que vous avez pu admirer dans Top Gun Maverick, qu'est-ce que l'on peut dire sur cet avion? Eh bien déjà que ceux qui les ont envoyés faire des tests, ils appartiennent au VFA 25 call sign Fist. D'où est-ce que vous connaissez leur emblème? Eh bien de Top Gun 1. Val Kilmer porte sur sa combinaison de vol et son Rio également, son navigateur officier système d'armes,
l'emblème de cette unité. Mais en dessous, si vous regardez dans les détails, ils ont changé le numéro de l'unité parce que le VFA 25, lui, il n'a jamais connu de F-14. C'est une unité qui a été créée en 1943, qui a eu des Helldivers, des Avengers, des Skyraiders, des Corsair et derrière des Hornets. C'est pour ça que dans le film Top Gun, ils ont rajouté VFA 213 en dessous. Voilà, c'est Hollywood. Le Super Hornet, premier vol le 29 novembre 1995. C'est arrivé en 99-2001 dans les forces, un peu comme le Rafale Marine en fait. Vous êtes sur un bestiau qui fait 14 tonnes 5 à vide, donc environ 40% plus lourd qu'un Rafale Marine, 29 tonnes 9 en masse max, donc on est proche des 30 tonnes, Mach 1.8, exactement comme le Rafale. Vous êtes sur des réacteurs très puissants, 6 tonnes 2 à sec sans la post-combustion, 9 tonnes 8 par réacteur avec la post-combustion, c'est 7 tonnes 5 pour les M88 du Rafale. Vous avez 11 points externes, il peut prendre 8 tonnes de charge externe. Vous avez également un canon à bord avec le fameux Vulcan américain, 412 obus de 20 mm. Les Français, nous, on est plutôt sur du 30 mm et du coup 125 obus. Il s'agirait de Block 3. Donc le Block 3, c'est la nouvelle version. Comme vous le savez, le Rafale, c'est pareil. Ils sont souvent améliorés. Ces avions, on prend la cellule et après, on l'améliore avec le temps. Il y en a plus de 78 des Block 3 qui ont été livrés dans la marine américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont de meilleurs systèmes de SATCOM, communication satellite, très important quand vous opérez loin du porte-avions et de la chaîne de commandement. De l'IRST, chose qui était prévue à la base dans le Rafale, Infrared Search and Tracking. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir détecter de la en infrarouge? Parce que face aux avions furtifs, ils peuvent se cacher des ondes radar, ils peuvent pas cacher parfaitement leur signature thermique, surtout s'ils allument la post-combustion. Prenez l'avion le plus furtif au monde, il allume la post-combustion, avec IRST, vous le trouvez de suite et vous pouvez tirer dessus. Et ensuite derrière, ils ont une data link, un système de communication qui leur est propre et qui va leur permettre derrière de mieux travailler avec les drones. Donc le F-18, c'est plus de 800 avions livrés, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et d'un point de vue accidentologie, eh ben, le Super Hornet, il s'en tire quand même pas trop mal quand on voit le volume avec lequel il est utilisé. Déjà les victoires aériennes, il y a un Sukhoi 22 syrien qui a été abattu le 19 juin 2017, donc il a une victoire aérienne. C'était les premières victoires américaines depuis 1999. Le Rafale n'a pas de victoire aérienne à l'heure actuelle, en tout cas en vol, au sol oui, les avions opposés. Au niveau des crashs, qu'est-ce qu'il a? En 2011, il y a une équipe de démonstration qui est malheureusement décédée dans un accident. Ils ont fait une figure qui ne se fera plus, on pourra en parler à l'occasion. Vous avez très récemment, vous avez peut-être entendu parler, le 8 juillet dernier, un Super Hornet du Truman qui est passé par-dessus bord lors d'un coup de vent, là, je crois que c'était en Méditerranée, on en reparlera une fois qu'il y aura le rapport, mal saisiné, bon ça c'est pas de chance. Vous avez également quelques accidents qui ont eu lieu en 2018 à Boca Chica, donc du côté de Key West. Vous avez eu un crash en Californie le 3 juin 2022, il y en a eu quelques-uns là, donc 20 octobre 2020, octobre 2021, juin 2022, du côté de la vallée de la mort, tout ça, il y a eu quelques accidents, certains mortels malheureusement. Et celui sur lequel je voulais rebondir, c'est celui du 20 octobre 2020, avec cette photo qui est sortie, qui a été reprise parce que ça fait un gros parallèle avec le film L'étoffe des héros, qui d'ailleurs est en clin d'œil dans le début de Top Gun Maverick avec le Mach 10. Je vous laisse voir si vous voyez le parallèle. Pourquoi est-ce que tout le monde en a parlé? Parce qu'il y a cette photo assez sympa également de ce pilote après l'accident. Mais vous voyez qu'on a changé de dimension. Pourquoi? Parce que là, eh bien, en 2020, la première chose que fait le pilote, c'est quoi? Il sort son téléphone portable. Une fois que le statut Facebook du pilote est mis à jour, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur le F-18? C'est un avion qui peut tout faire depuis la mer. En gros, comme le Rafale, je ne vois pas vraiment de mission supplémentaire par rapport au Rafale, peut-être la SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, où le Rafale peut quand même en faire, mais les Américains ont peut-être voilà, un petit temps d'avance par rapport à ça. Ensuite, les F-18, ils ont des leurres tractés, mais c'est quelque chose qu'on peut faire sur Rafale. D'ailleurs, pour l'armée de l'air indienne, qui a acheté 36 Rafale, c'est quelque chose qui est prévu. En termes de viseur de casque, tout ça, voilà, en termes de performance, honnêtement, c'est des avions qui se valent assez bien. Alors, quel est l'avantage du F-18? Qu'est-ce que les Américains mettent en avant sur leur F-18? Dans un premier temps, ils mettent en avant la version biplace. Ils disent que leur version biplace, elle peut aller également sur le bateau. Le Rafale Marine n'existe pas en version biplace, même si l'armée de l'air indienne a des biplaces, à noter. Donc, ils mettent en avant ça pour la partie formation, pour la partie ne pas avoir des biplaces dans la flotte qui ne peut pas embarquer, donc avoir une flotte 100% embarquable, ce qui est plus facile à gérer. Mais ensuite derrière, pour dire en place arrière, on peut avoir un autre pilote, on peut avoir un opérateur qui pourra à terme mieux
interagir avec la flotte de drones que vous pourrez éventuellement nous acheter. C'est pour ça que je vous parle de ces fameux réseaux et de cette connexion avec les drones et le fait que l'Inde, pour un premier pays non OTAN, va pouvoir accéder à des drones, on va dire, de très haute technologie américaine. Ensuite, derrière, ils disent que leur réacteur, eh bien, c'est la même version en fait, pas tout à fait le même, mais c'est la même base que sur le Tejas, qui est un avion de fabrication indienne, un avion de chasse de fabrication indienne qui reprend donc, de la propulsion américaine. Ensuite, ils disent que grâce aux ailes qui se replient, ce qui n'est pas le cas sur Rafale à cause des matériaux composites principalement, parce qu'il n'est pas très large, le Rafale il fait 10,8 m de large, grâce aux ailes qui se replient, le Super Hornet il passe de 13,8 m à peu près 9,3 m de large, donc ils disent on peut en mettre plus dans le hangar. Voilà, ce qui est affiné, il faut voir pourquoi pas. Ensuite, ce gros point, c'est 100% de la flotte embarquable. Donc voilà, donc ça c'est leurs arguments. Ensuite, les autres arguments, c'est autour du fait qu'ils vont pouvoir créer des emplois, tout ça, mais ça, j'ai envie de dire, Dassault dit la même chose. Ils s'appuient, Boeing, sur leur expérience avec l'AH-64 Apache, parce qu'à l'heure actuelle, l'armée de l'air indienne, elle a des C-130, elle a des C-17, elle a du 707, du 737, du Gulfstream 4, mais surtout de l'AH-64 Apache et du CH-47F Chinook. Boeing a 4000 employés à cause ou grâce à ces contrats en Inde et 7000 sous-traitants et disent qu'ils font vivre plusieurs centaines de milliers de familles. Les deux derniers points, forcément très américains qui mettent en avant, le premier c'est le coût par heure, ils disent que leur coût par heure de vol est plus faible, ils justifient ça par le plus gros volume dans lequel leur avion a été fabriqué et du coup qu'ils ont pu amortir le prix. Le Rafale Marine a été fabriqué à 45 exemplaires, forcément en termes d'amortissement de coût ça a un impact. Non, moi je rentre pas trop dans la partie prix parce que les Américains peuvent casser les prix s'ils le souhaitent, s'ils le veulent. Enfin voilà, c'est la partie prix dans ces contrats, c'est toujours un peu compliqué. Néanmoins, ils mettent en avant la partie partenariat. Et la partie partenariat est intéressante. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, qui forme les pilotes de chasse français. Donc moi, je suis pilote de chasse dans l'aéronavale France. J'étais pilote de chasse de l'aéronavale française et j'ai fait ma formation et j'ai eu mes ailes américaines aux US. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, en France, nous ne formons pas nos propres pilotes de chasse embarqués. Nous les envoyons aux États-Unis se faire former. J'ai fait plus de 2 ans là-bas. Au minimum, on fait 18 mois. Moi, j'ai fait tronc commun, donc avion à hélice, puis avion à réaction là-bas. Sur T-45, dans le Mississippi, vous avez des Italiens, vous avez des Espagnols. En gros, la grosse école de formation de pilotes de l'aéronavale mondiale, c'est aux US. Donc, est-ce que les Indiens vont vouloir développer leur propre école de formation, tout faire chez eux pour être 100% autonome? Est-ce qu'ils vont vouloir profiter de la formation et du retour d'expérience américain? Il s'agit d'un contrat que pour une grosse vingtaine d'avions, je pense que ça peut peser sur la balance également. Maintenant, si j'étais à la place des Indiens, factuellement, est-ce que je prendrais du F-18 ou du Rafale? La question n'est pas facile, mais à l'heure actuelle, au vu de ce qui se passe, au vu des forces en présence dans l'Asie-Pacifique, très honnêtement, et je suis français, je pense que j'irai sur du F-18 pour les partenariats avec les États-Unis, qui ont l'Australie d'un côté et qui, je pense, seront très contents et seront très ouverts à la négociation pour également pouvoir fermer la route de la soie de l'autre côté en s'alliant encore plus avec les Indiens. C'est pas pour rien si ils ont vendu des P-8I de patrouille maritime et c'est également un gros point mis en avant par les Américains, ce côté coopération qui pourrait développer. Le futur nous le dira. Dans tous les cas, niveau avion pur, moi j'ai aucun doute sur Rafale, je suis sûr que c'est très bien, mais vous le savez, tous ces contrats, ça n'a en fait pas grand chose à voir avec les vraies capacités de l'avion. Allez, fly safe!